Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce webinaire organisé par Léorna et Intuitive. Et aujourd'hui, nous allons parler de la robotique en chirurgie urologique. Donc, pour le bon déroulement de ce webinaire, vous avez sur la barre en dessous de votre écran la possibilité de poser des questions dans Q&A, questions et réponses. Donc, surtout, n'hésitez pas, pendant la présentation de nos orateurs, si vous avez une question, d'utiliser Q&A pour poser vos questions. Et puis, juste à côté, vous avez le chat. Là, c'est plus pour vos réactions, si vous avez envie de partager quelque chose. Mais donc, les questions dans le questions et réponses et le chat plutôt pour les réactions. Et nous prendrons les questions à la fin de la présentation de nos orateurs. Et donc, je tiens vraiment à remercier déjà tout d'abord Intuitive avec Monsieur Clément Barbe qui est présent parmi nous Bonjour. et nos deux orateurs qui sont le docteur Sébastien Vincendo qui est urologue et spécialiste des pathologies de la prostate. Il a 14 ans d'expérience en chirurgie robotique et il est formateur chirurgical agréé pour la prostatectomie robotique. Et il est accompagné de Antoine Pograjek, qui est IBOD. Donc, pour ceux qui ne sont pas d'origine française, IBOD, c'est les infirmiers en soins périopératoires qui sont diplômés d'État. Et donc, il est aussi coordinateur robotique. Il a un diplôme universitaire en chirurgie robotique et il a 13 ans d'expérience toujours dans cette chirurgie robotique dans différentes disciplines chirurgicales. Et ils nous viennent tous les deux du centre hospitalier privé de Saint-Grégoire en Bretagne. Et donc, voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue et je suis persuadée que cela va être très, très intéressant. Et je laisse la place à nos orateurs et merci. Merci Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va vous parler un petit peu de la chirurgie robotique et particulièrement de l'équipe qu'on peut former avec un chirurgien. Donc, comme vous voyez, on a fait un petit jeu de mots avec l'association qui nous accueille, Yeorna, pour faire l'équipe opérationnelle de robotique niveau avancé. Donc, effectivement, avec notre petite expérience, on commence à avoir un petit peu de bagage et c'est de ça qu'on va vous parler, de ce qu'on a mis en place dans notre établissement, de ce qu'on essaye de faire au niveau des processus de formation. On va vous parler plus principalement de la prostate en général, pardon, et plus particulièrement de l'adénoïdectomie prostatique par voie robotique, avec le spécialiste qui est à ma droite. Et tout cela, donc justement, sur la prostate, vous allez avoir un petit peu de rappel anatomique. Après, on va parler un peu de l'organisation qu'on a mis en place dans notre établissement, comment on forme les équipes, qu'est-ce qu'on attend aussi de ça. Et avec l'évolution de la chirurgie prostatique sur la robotique, qu'est-ce que ça a changé dans la mise en place du processus de soins, comment s'y adapter et quels sont les enjeux de cette chirurgie robotique. Donc voilà un peu pour le menu. Je vais vous... Elle ne veut pas marcher. La fiche. Attends, on va avancer. Voilà, donc je vais laisser le docteur Vincendo se présenter. Bonjour, donc, je suis urologue au centre hospitalier privé Saint-Grégoire et on fait avec Antoine de la robotique depuis un peu plus de 10 ans. Et en ce qui me concerne, essentiellement de la prostatectomie radicale pour la cancérologie et puis de l'énucléation robotique pour les très gros adénomes. Et on va vous montrer plutôt une vidéo de ça que de la prostatectomie dans l'idée de vous mettre en évidence le fait que l'intérêt du fonctionnement en binôme et le rôle indispensable de l'IBOD sur le champ opératoire quand le chirurgien n'y est pas. Donc, on ne vous a pas mis nos conflits d'intérêts, mais on est tous les deux formateurs pour Intuitive. Tu veux présenter le... Oui, donc alors rapidement, on va vous parler un petit peu de l'environnement dans lequel on travaille. Donc ça, c'est l'établissement qui nous accueille au quotidien, le CHP de Saint-Grégoire. Donc c'est un établissement privé qui fait partie du groupe Vivalto Santé, qui est un des plus gros groupes de santé privée
sur la France. Donc, vous voyez, on s'accueille 70 000 patients par an. Il y a effectivement une maternité qui est assez active aussi, avec un plateau technique complet, scanner, IRM, PET scan, la radiothérapie. Ça regroupe 800 salariés et il y a 250 praticiens libéraux qui interviennent. Et on est environ 120 infirmiers de bloc opératoire. Vous voyez, donc ça fait une belle équipe. Et cette équipe, elle est répartie sur les 28 salles d'opération qui sont à notre disposition. Donc, il y a 4 salles de réveil. Il y a une moyenne de 200 interventions par jour. Et au niveau technique pur sur le bloc opératoire, on a une salle hybride pour tout ce qui est chirurgie vasculaire, en l'occurrence, et notre jouet préféré, qui est le robot chirurgical de chez Da Vinci, qui est un modèle X qu'on a depuis 1 an. Et on va vous faire l'historique un petit peu plus tard de notre établissement là-dessus. Alors, je vais vous faire un petit peu de prostate pour ceux dont ce n'est pas le quotidien, peut-être pour que vous ayez les idées claires sur les vidéos et sur ce qu'on va discuter de techniques chirurgicales. Vous avez là une coupe de prostate d'un homme de plus de 50 ans, et donc avec la forme caractéristique de la prostate. Vous avez l'urètre au milieu, et vous voyez que cet urètre, ce n'est pas un tuyau, en fait, hein. Il n'y a pas de paroi propre, c'est simplement un trou dans la prostate. Et c'est pour ça qu'on peut accéder par endoscopie à l'adénome, puisque l'urètre n'a pas de paroi propre. Vous avez la pulpe du fruit qui est l'adénome et qui est par essence nodulaire, hein. Vous voyez que la dégénérescence, l'hyperplasie se fait sous forme de nodules. Et puis vous avez autour l'écorce. Cette écorce, elle est plus épaisse en postérieur, et c'est en général en postérolatéral dans cette écorce qu'on trouve le cancer. Donc on a vraiment 2 zones anatomiques différentes. Le cancer dans l'écorce, qui va donc imposer d'enlever l'ensemble de la prostate, et l'adénome dans la pulpe, qui va permettre en fait de vider le fruit par l'intérieur ou par voie abdominale. Pour revenir à la prostatectomie radicale, je vous ai refait un peu d'historique pour qu'on resitue un peu les choses. Les premières tentatives de prostatectomie ont été faites par voie périnéale au début du XXe siècle, période où la chirurgie a acquis une assez mauvaise réputation, puisque la totalité des patients ayant été opérés à cette période-là étaient décédés dans les 24 heures. L'évolution de la prostatectomie, c'est dans les années 80, essentiellement par voie rétropubienne, et puis avec des difficultés techniques sur lesquelles on va revenir, qui a fait développer au départ de la France la voie laparoscopique à partir de 1997, et puis finalement une évolution technologique en provenance des États-Unis à partir des années 2000, et avec l'utilisation de la robotique. Et c'est l'utilisation princeps du robot qui témoigne bien de la difficulté que rencontraient les équipes chirurgicales à réaliser cette chirurgie complexe et difficile d'exposition. Pourquoi c'est compliqué la prostatectomie? Bien parce qu'en fait, on voudrait avoir à la fois le contrôle du cancer et donc passer le plus loin possible du cancer et de la prostate, et à la fois avoir de bons résultats fonctionnels. Et ça veut dire passer le plus près possible de la prostate pour léser le moins possible les tissus adjacents, maintenir la continence et les érections. Et donc, pour faire la chirurgie de façon précise, il faut être à l'aise gestuellement et avoir une bonne vision. Et vous avez sur ce schéma une prostatectomie ouverte par voie rétropubienne, que la plupart d'entre vous connaissent probablement, et qui est une chirurgie difficile d'exposition, de visualisation, de précision gestuelle. Alors, certains opérateurs et certaines équipes sont extrêmement bien organisées et brillantes dans le domaine, mais c'est très compliqué à reproduire, et le niveau moyen de la chirurgie dans le domaine était quand même relativement insuffisant, même si certains sont capables d'être très bons. Cette chirurgie, c'était une chirurgie dite traditionnelle, c'est-à-dire que je n'arrive pas, voilà. On utilisait nos yeux et nos mains de façon coordonnée comme on le fait dans notre quotidien, mais on avait un problème d'exposition et d'accessibilité. Et donc, ce que cherchait à résoudre la célioscopie à la fin du siècle dernier, c'était d'avoir une meilleure vision. Donc, on a utilisé une caméra, mais ça imposait, à l'époque, il n'y avait pas de célio 3D, donc de travailler en 2D, c'est-à-dire finalement de fermer un œil, et puis de travailler en célioscopie, donc avec des outils rigides qui limitaient quand même énormément les mouvements, et globalement, ça supprime le coude, et avec une dissociation de l'œil et des mains qui est techniquement difficile à acquérir et qui nécessite un long entraînement. Et finalement, qu'est-ce que fait le robot?
eh bien, c'est restaurer le fonctionnement physiologique pour l'organisme de la chirurgie. Donc, vous êtes à la fois en vidéo et cette fois-ci en 3D et vous en avez l'expérience d'extrêmement bonne qualité. Et en même temps, vous réassociez l'œil et les mains, vous retrouvez les poignets et les coudes puisque vous avez retrouvé toutes vos mobilités à l'intérieur grâce aux instruments articulés. Et pourquoi c'est important? Parce que vous voyez qu'à l'époque de la chirurgie ouverte, certains, et là il s'agit d'une publication du professeur Vickers, avaient cherché à savoir combien de temps il fallait pour faire sa courbe d'apprentissage. La chirurgie, c'est un artisanat comme un autre, ça s'apprend, et donc il faut faire sa courbe d'apprentissage. Et vous voyez que dans ces études-là, avec des critères exigeants, bah, il fallait quasiment faire 1000 prostatectomies pour atteindre le plateau de performance, en tout cas sur la cancérologie, c'est-à-dire sur l'absence de récidive du cancer. Et l'organisation française étant assez diluée, même si la robotique a permis de lutter contre ça, ben vous voyez qu'en général, en France, les urologues pratiquent à peine 15 prostatectomies par an. Et qu'en commençant à 35 ans et à 15 par an, ben vous prenez votre retraite sans jamais avoir atteint votre plein niveau de chirurgie, ce qui est quand même relativement embêtant. Et voici la première publication des résultats de la célioscopie et avec une interprétation des résultats par tiercé gagnant, ce qu'on appelle trifecta pour les anglo-saxons, c'est-à-dire que le tiercé gagnant, c'était d'avoir guéri le cancer tout en étant continent et en ayant retrouvé ses érections. Et vous voyez qu'au début de l'histoire de la célio, cette trifecta, ben, c'était à peu près 20% de réussite. Donc, ça restait quand même extrêmement faible. Et le développement de la robotique, l'entraînement des chirurgiens, la réduction de la courbe d'apprentissage a permis d'atteindre des résultats très supérieurs dans les équipes entraînées. Et pour atteindre des résultats comme l'équipe de Patel à Orlando, avec 86% de trifecta atteints à un an, avec un bémol toutefois, puisque si vous regardez les détails de cette publication, c'est des patients essentiellement Gleason 6, c'est-à-dire assez peu malades, qu'aujourd'hui on n'opère pas et donc chez lesquels il est plus facile de faire de la préservation nerveuse. Il y a une seule étude randomisée qui compare la robotique et la chirurgie ouverte en prostatectomie. C'est une étude australienne qui avait fait un Lancet. Et vous voyez, c'est 326 patients randomisés ouverts versus robot, avec une évaluation à très court terme, c'est à 12 semaines. Donc, c'est vraiment les complications post-opératoires. Et deux chirurgiens. Alors déjà, deux chirurgiens différents, ça introduit un biais. Je prends souvent l'exemple des raquettes de tennis. Si vous voulez comparer deux raquettes de tennis, vous m'en confiez une et vous en confiez une à Djokovic, il y a de grandes chances que celle de Djokovic soit meilleure. Donc c'est un biais énorme. La deuxième chose, c'est que dans cette étude-là, le chirurgien qui faisait la chirurgie ouverte, il avait 15 ans d'expérience et 2000 prostatectomies. Donc d'après les données que je vous ai montrées, il avait atteint son pic de compétences. Pour le robot, c'était un jeune avec 2 ans d'expérience et 200 prostatectomies. Il était donc beaucoup moins expérimenté. Et pourtant, les résultats sont équivalents. La différence en faveur du robot se fait sur la durée d'hospitalisation et, comme toujours, la réduction des pertes sanguines et de la transfusion. Et alors, cette étude, elle est interprétée de deux façons. Selon la Haute Autorité de Santé française, ben, il n'y a pas de différence et donc il n'y a pas de remboursement de la robotique en France. Euh, Vu par les urologues, c'est différent, puisqu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le jeune qui n'a que 200 prostatectomies arrive au résultat de celui qui en a 2000, alors que la courbe d'apprentissage est censée être à 1000, et que donc le robot a effondré sa courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à 200, il a déjà atteint le niveau de celui qui en a 2000. Et donc la supériorité du robot sur la courbe d'apprentissage est évidente. Et donc la population est mieux soignée. Il y a une amélioration pour la sécurité du patient, c'est évident. Et si on ne fait pas uniquement de la médico-économie analytique, ben on voit que par le fait que l'hospitalisation soit courte, par l'absence de reprise chirurgicale, de complications chirurgicales, les coûts hospitaliers sont réduits, même en France. Et ça a été confirmé par une étude de l'Asteres, qui est un organisme français indépendant, qui a travaillé sur les données françaises globales et qui a publié en juin 2023 une étude de toutes les prostatectomies faites en France. Et vous voyez qu'il y a un bénéfice pour la robotique. Pour les patients, durée de séjour réduite, réduction du risque de complications de 40 à 70% en fonction des équipes, et diminution du risque de réintervention de 17 à 44% en fonction des équipes là aussi. Donc le bénéfice patient est majeur
pour la robotique. Pour les chirurgiens, réduction de la courbe d'apprentissage, c'est évident, réduction des douleurs et réduction des blessures. Alors, ça n'intéresse pas grand monde au niveau de l'État. Pour nous, ce n'est pas un détail. Mais cette robotique, elle a une contrepartie. C'est que l'opérateur n'est plus dans le champ opératoire. Et ça, c'est un changement radical pour l'apprentissage et le contrôle de la chirurgie. Parce qu'on a une perte du contrôle gestuel. Toute la chirurgie où le chirurgien est dans le champ opératoire, il maîtrise, en tout cas, il essaie de maîtriser la situation et il a une action directe, verbale, mais surtout gestuelle. Il peut retenir un geste, il peut changer un geste. Il a un contrôle. Et le fait d'être dans la console et de ne plus être dans le champ fait qu'il a une perte de ce contrôle et donc un besoin de sécurité. Il a besoin de contrôler différemment. Il ne peut pas contrôler gestuellement, il ne peut pas contrôler visuellement, puisqu'il a globalement la tête dans la console et que sa vision est limitée au champ opératoire. Donc, il ne voit pas ce qui se passe dans la salle 95% du temps. Il va donc compenser par une attention auditive importante et il va être en surécoute de ce qui se passe dans la salle. Et donc, on vous en reparlera tout à l'heure, mais il est important de travailler sur les nuisances sonores et l'impact du bruit dans les salles de robotique. La deuxième chose, c'est qu'il a besoin de confiance et il y a besoin de compréhension dans l'équipe. On doit se comprendre sur les consignes verbales, puisqu'il n'y a plus de moyen de contrôle gestuel des actions des uns et des autres. Donc, il faut que celui qui est dans le champ opératoire ait une bonne maîtrise de la machine, et une bonne connaissance des temps opératoires et une culture de cette chirurgie lui permettant de comprendre les messages et les consignes. Et évidemment, la communication est majeure. Et la communication de l'opérateur vers l'aide doit être claire et la communication de l'aide vers l'opérateur doit tenir compte du fait que l'opérateur ne voit pas ce qui se passe en dehors du champ opératoire. Et donc, je crois, et c'est notre propos avec Antoine à tous les deux, que l'organisation humaine souhaitable pour cette chirurgie robotique doit être adaptée à ces contraintes. Et donc, elle doit être basée sur la confiance. Il faut qu'on ait confiance les uns dans les autres pour bien travailler. Et ne pas travailler en confiance, ne pas travailler en binôme, en équipe, ben, probablement limite énormément la capacité à exploiter le potentiel de cette chirurgie robotique. Alors, je vais vous faire un petit focus maintenant sur l'activité robotique qu'on a dans notre établissement, donc au CHP de Saint-Grégoire. L'activité robotique a commencé en 2012 avec l'acquisition d'un système SI. Et comme vous voyez sur cette diapo, on a récemment changé pour un système X en 2023. Donc en fait, entre 2012 et 2020, on a fait à peu près 1000 cas de chirurgie robotique sur ces années-là. Et après, par contre, ce qui s'est passé, c'est que, c'est en 2021, donc qui est en le milieu, en fait, après donc 2012-2020, on a dit 1000, et après 2020-2023, on en a fait 1000 aussi. En fait, ce qui s'est passé en 2021, c'est une chose un peu spéciale pour nous, puisque c'est l'arrivée du docteur Vincent Do dans l'établissement, et moi j'ai suivi quelques mois après. Donc en fait, le docteur Vincent Do, il est arrivé aussi avec sa culture et son expérience de la chirurgie robotique sur la prostate. Et moi, j'ai été recruté dans l'établissement également pour ça, parce que j'étais déjà coordinateur robotique sur le CHU de Rennes qui était juste à côté. Et on m'a recruté aussi dans l'optique de ce changement de robot. On savait qu'il y avait un programme robotique qui allait évoluer et l'établissement souhaitait faire venir quelqu'un qui avait déjà cette expérience-là pour essayer de mener à bien ce projet. Donc en fait, ça a vraiment participé à l'évolution de la chirurgie robotique dans l'établissement, c'est-à-dire qu'effectivement, ça a mis vraiment un coup de boost à cette chirurgie robotique, de par l'expérience du docteur Vincent Do et de par mon expérience, moi, de la gestion du programme opératoire. Vous voyez, ça, c'est les chiffres de notre établissement. Entre 2012 et 2020, vous voyez, donc il y a une ascension tranquille. 2012, c'était la première année qui était une demi-année, donc 24 cas. Après, c'est monté à 100 à peu près, 160, 185 en 2020. Alors évidemment, ça a été compliqué parce qu'il y a eu le Covid. Et la grande ligne rouge, en fait, ça correspond à l'arrivée du docteur Vincent Do, qui est arrivé, donc, comme je disais tout à l'heure, avec sa patientèle aussi de chirurgie robotique. Donc, ça a déjà amené des cas en plus. Et après, nous, derrière, on a retravaillé aussi sur l'organisation complète du programme opératoire. C'est-à-dire qu'on a fait un processus de formation des infirmiers de bloc opératoire. On a réfléchi à l'organisation du bloc opératoire pour la distribution des vacations. Et il y a aussi l'organisation elle-même du centre qui est que les équipes sont fixes et nous permettent effectivement d'acquérir de l'expérience et de l'efficacité sur nos chirurgies.
Donc, comme je vous le disais tout de suite, l'organisation des équipes, elle est faite par vacation. De mon côté, en tant que paramédical, moi, j'ai un planning fixe, donc c'est-à-dire effectivement que mes semaines sont toutes les mêmes. Je travaille toujours les mêmes jours aux mêmes horaires avec les mêmes chirurgiens. Donc, ce planning, effectivement, il va donner des équipes fixes aux chirurgiens. C'est-à-dire chaque chirurgien, logiquement, doit trouver le mercredi après-midi sa même équipe avec lui. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui peut bouger avec les problèmes de ressources humaines, s'il y a des arrêts maladie, des accidents, des choses comme ça, et aussi des problèmes de compétences, on est obligé de redéployer des compétences. Mais par défaut, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'organiser des vacations pour la chirurgie générale, mais aussi pour la chirurgie robotique. C'est-à-dire que les vacations de chirurgie robotique, elles sont attribuées aux chirurgiens selon un planning. Et après, il peut y avoir des transactions entre chirurgiens sur des absences, une fois de plus, ou alors des problèmes de programmation, tout simplement, parce que des fois, on a besoin de programmer des patients qui sont non robotiques de manière plus ou moins urgente, ou inversement, d'ailleurs, programmer des patients robotiques urgents. Et donc, dans ces cas-là, il y a des tractations. Mais la base est une organisation de vacation qui est fixe, ce qui permet d'avoir effectivement une équipe fixe et qui travaille ensemble. Donc là, je vous ai fait juste une petite photo du tableau qui se trouve dans notre bureau sur la répartition des chirurgies robotiques, des vacations de chirurgie robotique. Vous voyez qu'il y a 1 mois et demi de vacations, avec le matin et l'après-midi, le nom des chirurgiens qui est attribué, qui sont en jaune. Et quand les vacations sont en blanc, ça veut dire que les vacations ne sont pas remplies avec de la robotique, quand il n'y a pas de nom de chirurgien, enfin quand il y a un nom de chirurgien mais que c'est blanc, ou alors quand il y a une spécialité qui est marquée, par exemple Dige ou Uro, ça veut dire effectivement que cette vacation n'est pas pourvue, c'est une vacation digestive, mais où peut-être le chirurgien digestif n'est pas là ce jour-là. Dans ces cas-là, ces zones blanches, en fait, elles font partie des tractations dont je vous parlais tout à l'heure, où les chirurgiens vont discuter entre eux pour se redistribuer les vacations. Et dans ces cas-là, on va aussi adapter les équipes qui vont avec, si possible. Alors, notre composition d'équipe, tout à l'heure, on parlait de binôme. C'était l'introduction un peu de notre travail. C'est effectivement parler du binôme chirurgien-ibode. Alors, on n'est pas un binôme parce qu'évidemment, ça, c'est le noyau dur de ce qui va se passer au bloc opératoire. Mais on est bien un quatuor. Il y a d'abord une équipe d'anesthésie. Donc, il y a toujours un anesthésiste ou un IAD qui est présent dans la salle, bien sûr, un chirurgien, un aide opératoire et un circulant. Ça, c'est à minima. On peut avoir un instrumentiste sur des chirurgies compliquées ou éventuellement un autre chirurgien quand la chirurgie le demande aussi. Mais effectivement, ce qui est fixe dans notre organisation, c'est le trio en fait, chirurgien aide opératoire circulant. Et dans ce trio, souvent, on essaie de faire aussi un peu des binômes chirurgien aide opératoire. Le circulant peut être peut-être plus mouvant que l'aide opératoire, mais on essaie de garder ça un maximum pour la recherche de la performance dont on vous parlait tout à l'heure. Alors tout ça, ça passe aussi par un programme de formation qui est vraiment établi et sur lequel on peut pas transiger en fait. Au départ, quand je suis arrivé moi, dans l'établissement, les formations, ça faisait à peu près 10 ans qu'ils faisaient du robot. Les formations, elles avaient été faites avec les premiers infirmiers. Et après, comme souvent dans le métier d'IBOD ou le métier d'infirmier de bloc opératoire, c'est de la transmission de savoir. On est là sur du compagnonnage. Là, après, quand on a commencé à vraiment réfléchir à ce programme de formation, on a mis quelque chose en place qui était très cadré. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la robotique du jour au lendemain comme ça. On passe par un processus de formation qui est très cadré. On fait de la formation théorique où on passe par la plateforme intuitive sur myintuitive.com où il y a une formation en ligne qui va nous permettre d'obtenir un certificat que voici, vous voyez. Une fois qu'on a fait cette formation en ligne, on a un certificat qui certifie le fait qu'on ait eu cette formation. Et ça, on va pouvoir passer après à la formation théorique et pratique en salle avec le robot, mais par contre sans patient. C'est-à-dire qu'on fait des formations ex vivo, avec pas de patient dedans. On travaille sur la reprise de la théorie, on présente le système avec les branchements, le démarrage des manipulateurs, on va faire le houssage des bras du robot, on va faire l'exercice de manipulation d'instruments, la gestion de dysfonctionnements principaux et les procédures d'urgence. Ces formations, elles sont faites avec le coordinateur robotique et ou le délégué intuitif. En ce moment, chez nous, c'est plus le délégué intuitif. Je remercie Goulwen Danou qui fait un gros travail chez nous. Et c'est lui qui assure toutes ces formations. Je viens aider des fois quand j'ai le temps et que je suis disponible. Donc, une fois qu'on a fait cette formation sans le robot, sans le patient, pardon, on va passer sur des vrais cas cliniques avec un patient. Donc là, les postulants, enfin les apprenants, vont se retrouver à faire le rôle de circulant pendant 4 procédures. C'est ce qu'on a mis de base de principe. Mais après, ça peut être adapté si la personne est plus à l'aise avec la technologie, ou ça peut être plus long aussi si on a des difficultés. Mais bon, la base, c'est 4 procédures. On fait donc l'ouverture de la salle de robotique, le câblage, le démarrage du robot, le docking, le dédocking du chariot patient, comment gérer les consommables, comment traiter les instruments post-opératoires. Et une chose qui est primordiale, c'est vraiment le remisage du système en fin d'intervention.
Bien organiser le système, ça veut dire bien le démarrer sur l'intervention suivante. C'est vraiment quelque chose qui est capital. On ne laisse pas le robot en vrac pour les copains qui arrivent après. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, à la fois pour la praticité et aussi pour la pérennité du système. Si on ne range pas bien le matériel, il s'abîme et on peut avoir des problèmes après de maintenance dessus. Donc ça, c'est les cas pratiques en circulant. On va faire la même chose pour l'instrumentation ou l'aide opératoire, en doublure. 4 procédures aussi par chirurgie, a priori. Après, une fois de plus, on l'adapte. On ne va pas lâcher des gens qui ne se sentent pas prêts. Donc, on fait ça en double, effectivement, pareil. Donc, on prépare les DM, on fait le drapage du chariot patient, la gestion de la caméra et le paramétrage éventuel, l'aide au docking, le conflit des bras du robot avec le patient, mais aussi avec les instruments entre eux, quand il y a des conflits internes ou externes, comment insérer et retirer les instruments, et après, traiter les instruments en post-opératoire. Une fois qu'on a fait toute cette formation-là, on fait un petit bilan, et après, ben, on se lance sur l'aide opératoire en solo, alors aide opératoire ou circulant d'ailleurs, ou instrumentiste, hein. Et dans ces cas-là, quand les gens ont eu cette formation, on les laisse tout seuls faire leur chirurgie non doublée. Cette chirurgie non doublée, par contre, elle va passer par une condition sine qua non, c'est d'avoir un circulant qui est expert dans le domaine. On ne va pas laisser quelqu'un sur le champ opératoire tout seul s'il n'y a pas un expert dans le domaine, un intérimaire qui passe par là et qui va aider. Ça ne va pas être possible. Donc, il faut vraiment avoir de la compétence dans la salle. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on fait l'aide opératoire, il faut un circulant qui travaille bien, qui a l'habitude. Et aussi, quand on fait circulant pour la première fois, il faut aussi avoir un aide opératoire qui est à l'aise avec son travail pour qu'il n'ait pas à gérer les deux. On essaye de faire, et ça c'est le plus difficile souvent, c'est un retour sur expérience au bout de quelques mois d'exercice avec le coordinateur robotique. Donc effectivement, on fait un petit rendez-vous, savoir où est-ce qu'on en est dans la formation, est-ce qu'on a besoin de compléments, est-ce qu'on se sent à l'aise ou pas. Donc ça passe déjà par une première étape d'auto-évaluation, on va faire une analyse des pratiques. On réajuste éventuellement s'il y a des soucis, des problèmes de docking ou de drapage ou notre incompréhension sur le système. Eh bien, moi, je suis là pour y répondre. Et puis, une fois de plus, notre délégué intuitif, notre CSR, est très, très présent aussi chez nous. Et donc, il est très, très aidant aussi pour les équipes. Donc, une fois qu'on a tout ça, ben, on est prêt pour attaquer la vraie chirurgie tous ensemble. Et préparer une intervention, ben, ça se pense en fait. Ce n'est pas de l'improvisation, une fois de plus. Donc, ça passe par un déroulé opératoire qui va nous permettre de connaître la chirurgie et de savoir ce dont on a besoin. À partir de ce déroulé opératoire, on peut établir une file d'intervention avec les DM nécessaires. On va avoir aussi l'organisation de la salle qui va être très importante. Plus on a de dispositifs médicaux, plus il faut bien organiser notre salle, évidemment. Alors, ça passe aussi par une salle dédiée, c'est souvent c'est ce qui est préférable donc, quand on fait de la chirurgie robotique. Donc, nous, on a une salle qui est dédiée robotique. Il nous arrive de faire de la chirurgie non robotique quelquefois pour combler les vacations, mais c'est principalement la salle de robotique, effectivement. Une fois qu'on a tout ça, quelque chose qui est important aussi, c'est de faire un briefing préopératoire. On aura mis tout en place les éléments pour avoir une bonne organisation. Après, juste avant l'intervention, il est important d'avoir ce petit briefing préopératoire où on va discuter du cas, savoir effectivement s'il y a des choses particulières. Alors, ça passe évidemment par la checklist HAS pour les francophones, où effectivement, il faut faire ce briefing et ces validations de non-contre-indication, mais aussi un briefing chirurgical, c'est-à-dire on voit souvent, par exemple, sur les néphrectomies partielles, eh ben, on fait une revue de l'imagerie médicale avec le chirurgien pour voir où est située la tumeur, combien il va y avoir de vaisseaux à clamper, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui se prépare aussi avant l'intervention pour pouvoir la mener à bien. Et donc, on a créé des outils pour tout ça, pour être à l'aise avec tout cela. Donc, la fiche de préparation de salle. Ça, c'est notre fiche qui nous permet de livrer ça aux logisticiens de nuit. On a des logisticiens la nuit qui préparent nos salles. Et donc, vous voyez, on a un listing de tout le matériel qui est nécessaire dans la salle. Donc, ça passe vraiment partout. La table d'opération avec les jambières qu'il faut, le nombre de tables réserves, de tables ponts, le nombre de sacs poubelles. Et un petit détail que vous voyez en jaune, mais qui a son importance, c'est un tabouret sans roulette, en l'occurrence pour le docteur Vincent Do, parce que sinon, il glisse et il ne touche plus les pédales du robot. Certains préfèrent avec roulette. En l'occurrence, pour le docteur Vincent Do, c'est sans roulette pour ne pas glisser. Donc voilà, on a notre petit listing et après, on a aussi un schéma pour que ce soit plus clair. Ça permet aussi aux logisticiens d'avoir quelque chose d'assez simple pour se rendre compte de ça. Donc ça, quand on arrive le matin, notre salle, elle est préparée. Et donc, pour bien préparer la salle, on a aussi besoin d'avoir des repères. Donc là, je vous ai mis deux photos, une qui est plus ancienne que l'autre, avec des vieux scotch qui étaient installés au départ. Et après, vous voyez qu'on a en fait préparé des petites inscriptions avec les 10 mots pour faire vraiment la position de la table selon la chirurgie. Donc, on a une position pour la gynécologie, pour la prostatectomie, pour la chirurgie thoracique et aussi pour le positionnement du chariot patient. Donc, c'est des indications. Alors, la table, effectivement, ça peut être fixe. Le chariot patient, ça peut être évidemment adapté à la morphologie du patient. Plus le patient va être grand ou s'il est obèse ou pas, on va avoir besoin de faire des translations de plateau, des choses comme ça. Le chariot patient va pouvoir être un petit peu en dehors de ces repères-là. Mais en tout cas, c'est déjà une bonne indication
qui va nous permettre de gagner du temps sur le docking. Donc voilà comment on va trouver une salle le matin en arrivant, logiquement, c'est-à-dire que par rapport à notre schéma, tout est disposé comme on l'avait demandé, quand on a la chance d'avoir des logisticiens. Après, une fois qu'on a effectivement cette salle qui est préparée, on a toute la préparation de l'intervention avec les dispositifs médicaux qui sont nécessaires à l'intervention. Donc cette fiche-là, c'est pareil, on fait des fiches pour toutes les interventions comme ça. Donc celle-ci, elle est dédiée pour l'adénomectomie robotique. Donc on a la position du patient qu'on voit tout en haut à gauche, avec aussi les paramètres du bistouri électrique qui vont être déjà intégrés dans le robot avec le robot X ou les systèmes XI, c'est pareil. Mais on a quand même tous nos paramètres à rentrer et on sait que tout est inscrit dessus. Le matériel réutilisable, le matériel jetable, tout est inscrit dedans. Et comme ça, c'est pareil, il n'y a pas d'improvisation. Logiquement, une armoire de préparation de nos interventions, quand la fiche est bien faite, eh ben, on n'a rien qui ne sert pas et on n'a logiquement rien à ranger après si tout est bien préparé, qu'on n'en a pas mis plus. Il ne faut pas en mettre moins, mais il ne faut pas en mettre plus non plus parce que ça fait toujours, c'est pareil, ça fait partie de la performance aussi pour être efficace. Et enfin, on va avoir le déroulé opératoire. Donc là, on a le déroulé opératoire entier de l'adénomectomie prostatique par voie robotisée, avec tous les temps opératoires, où est-ce qu'on met les trocars, à quel moment on prend quel instrument, les fils, pour faire quoi, et tout est inscrit dedans. Un travail a été fait aussi de notre côté pour l'optimisation des dispositifs médicaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé une fois de plus quand on a réfléchi à comment être plus efficace. Voilà, ça c'est le plateau de célioscopie qu'on utilisait pour toutes les célioscopies et donc pour aussi la chirurgie robotique. On avait un container avec notre boîte de base de célioscopie, comme on appelle ça. En fait, on s'est rendu compte que la moitié des instruments ne servaient pas parce qu'on a un câble de lumière qui n'est pas utile, on a déjà un optique avec le câble de lumière, une aiguille de VRS qu'on n'utilise pas, nous, sur la chirurgie robotique, en tout cas en urologie, et beaucoup trop d'instruments. Donc on a fait un petit peu de tri, et voilà le plateau auquel on est arrivé. Maintenant, c'est notre plateau de base de chirurgie urologique robotique. Donc à ça, il faut rajouter évidemment les trocars robotiques qui sont restérilisables. Et vous voyez, dans le premier plateau, on avait aussi les trocars de cellio réutilisables dont on n'a pas besoin. On a juste gardé un trocar de 5 qui va nous permettre de placer l'aspiration, et c'est tout. Une fois de plus, on est vraiment dans la recherche de la performance et de l'optimisation de notre matériel pour être le plus efficace possible. L'arsenal stérile, c'est la même chose. On a travaillé dessus aussi pour rendre les choses faciles et agréables pour tout le monde. Moi, quand je suis arrivé dans l'établissement, à l'époque, il y avait 2 étagères avec tous les instruments robotiques qui étaient mis tous en vrac. Et donc, il fallait fouiller dans tous les instruments pour trouver le bon. On a décidé en fait de faire tout simplement des petites places pour les instruments. Et comme c'était déjà trop compliqué d'avoir des places de parking, j'ai mis des petites photos des instruments avec l'intitulé, ce qui fait que logiquement, si c'est mal rangé, c'est quand même qu'on fait preuve de très très mauvaise volonté. Donc voilà, l'IBOD en chirurgie robot assistée, on va avoir besoin de compétences techniques qui sont vraiment, comme on le disait tout à l'heure, la formation. Donc on va être formé à l'aide opératoire, à être circulant et instrumentiste sur toutes les interventions qu'on va mener. Donc ça passe par la formation et ça passe par l'expérience qu'on va avoir avec les chirurgiens avec lesquels on travaille. Tout ça, ça va nous permettre d'acquérir de l'autonomie. Et cette autonomie, je prends toujours cet exemple-là qui m'a été enseigné par au DU de chirurgie robotique à Nancy avec le professeur, j'ai oublié le nom, on ne sait plus, ça va me revenir tout à l'heure. Bref, qui gère le DU de robotique, il dit toujours, en fait, c'est un permis de conduire. Une fois qu'on sait gérer la machine, en fait, on va pouvoir se libérer de l'apprentissage de la machine pour se concentrer sur la conduite. Et bien là, c'est la même chose. Donc cette autonomie-là, on va l'acquérir à force de travail. Et du coup, on va acquérir une certaine expertise sur la machine, et cette expertise, elle va être au profit de l'équipe entière. Parce que si on arrive à se libérer de toute cette expertise du travail sur le robot, on va pouvoir se concentrer sur la chirurgie. On va pouvoir aussi aider parfois les chirurgiens qui sont un petit peu primo-accédants au robot et qui ne sont pas tout à fait à l'aise. Nous, on doit aussi savoir comment fonctionne la console, ce qu'on doit faire et quels sont les outils qui vont nous permettre de rendre la chirurgie plus facile pour chacun. La gestion du programme opératoire, enfin, un petit topo là-dessus, c'est pareil, ça peut se travailler. C'est-à-dire que ça, c'est une organisation standard qu'on avait en arrivant dans notre établissement. Les vacations, en fait, sont des demi-vacations. Il y a des vacations de matin, des vacations d'après-midi, et il y a souvent une pause repas le midi, parce qu'il y a barbecue pour tout le monde. Donc, tout le monde fait une petite pause, ce qui est à la fois pratique, mais en fait, qui nous embête sur la programmation et de la gestion de la journée opératoire. C'est-à-dire que faire un cas robotique, après, on ne peut pas en passer un deuxième si on veut finir à midi et demi, sinon on va être tagué de dépassement sur les programmes opératoires.
Donc, on faisait une pause repas, donc on faisait un cas robotique, une endoscopie, on rattaquait sur un deuxième cas robotique et une endoscopie pour que tout passe et qu'il n'y ait pas de dépassement. En fait, on a travaillé ça aussi avec l'institution, l'encadrement du bloc opératoire, la direction et aussi la commission robotique pour discuter de ça. Et aussi beaucoup avec les anesthésistes parce que c'est aussi leur travail aussi de veiller sur les patients à ce moment-là. Donc, il faut qu'on travaille conjointement. Et donc, on a réfléchi à une autre organisation qui est une organisation optimisée robotique, où là, effectivement, on enchaîne 3 cas robotiques avec, dans les entretemps, entre le premier cas et le deuxième cas, on peut aller manger une petite pomme. Entre le deuxième et le troisième cas, le repas, la fin du repas. Et enfin, on finit par endoscopie. Donc, effectivement, le chirurgien va manger entre les interventions. Et nous, on arrive à se relayer pour pouvoir adapter le programme opératoire pour qu'il n'y ait pas de temps mort et qu'on arrive à optimiser vraiment ça. Cette organisation nous a permis de libérer des plages de robotique parce qu'avant, ce qu'on faisait sur 2 jours, on faisait effectivement, vous voyez, 2 robots sur une journée. On était obligé d'en mettre un deuxième pour l'activité de Dr Vincent. En tout cas, c'était le mercredi. On faisait 2 robots le mercredi et un robot le jeudi matin. Et là, en fait, on a tout regroupé les 3 robots sur le mercredi, généralement, ce qui a permis de libérer la plage de robotique pour d'autres spécialités pour le jeudi matin. Ça arrange tout le monde. Ça nous fait faire plus de robots. On gagne dans l'expérience et ça rend les choses vraiment plus faciles, y compris pour les patients qui commençaient à avoir des délais aussi de programmation assez longs. Voilà ce qu'on peut faire un petit peu. Et cette activité robotique, vous voyez qu'on a des chiffres qui sont très parlants. Nous, notre journée opératoire, effectivement, c'est le mercredi. Donc là, j'ai fait une comparaison entre le semestre 1 et le semestre 2. Donc le semestre 1, c'est le semestre qui est assuré. Vous voyez, en 2023, là, c'est semestre 1, pardon, 2023 et semestre 1, 2024. Donc assuré le 2023, où on avait l'ancienne organisation, et semestre 2 qui est en vert plein. Et vous voyez qu'on est passé de 48% de robotique à 86% de robotique sur cette vacation. Et les chirurgies qui étaient entremêlées sur la première année, en fait, on a optimisé l'urologie sur ce semestre 2024. On fait quasiment que l'urologie le mercredi, mais on fait 3 robots et ça évite de dispatcher les patients sur différentes vacations. On a gagné en nombre de procédures. Vous voyez qu'on est passé de 16 à 28 chirurgies robotiques sur ce mercredi entre les 2 semestres. On a baissé nos temps opératoires et on a augmenté l'utilisation de la vacation de 17%. Et on sait très bien que la chirurgie robotique, en fait, plus on en fait, plus on est compétitif et mieux c'est pour le patient aussi parce qu'on a une expérience qui est meilleure. Voilà pour cela. La communication, c'est un vrai enjeu. Comme on le disait en introduction, on va en parler, ça va être un petit peu la deuxième grosse partie de cette présentation. Voilà comment on communiquait avant en chirurgie et voilà comment on communique aujourd'hui en chirurgie robotique. Effectivement, l'opérateur est distant, les aides opératoires sont un petit peu cachées des fois par les dispositifs médicaux. Donc tout ça, ça demande un travail particulier. Ça va demander de revoir un peu les modes de communication. Il va falloir communiquer verbalement, comme on le disait, on va revenir dessus, beaucoup plus qu'avant. Comme on le disait, l'opérateur, il a plus en vision ce qu'on fait nous. Donc effectivement, quand il a un ordre à donner, enfin, en tout cas une recommandation, il ne voit pas si nous, on va commencer un geste ou pas. Donc on est obligé de faire du rétro-contrôle, vraiment, ce qu'on appelle la communication en boucle fermée ou communication sécurisée. Quand le chirurgien nous demande quelque chose, on dit qu'on a reçu le message, on exécute l'acte et on dit qu'on a fini l'acte. Tout ça, je suppose que vous connaissez tous ça très bien sur les blocs de chirurgie robotique. Comme on l'a dit tout à l'heure, un climat de confiance est vraiment essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance dans l'équipe, eh ben, ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas ce que fait l'autre. Et cette confiance, elle va passer par la compétence. Alors, c'est quelque chose qu'on défend beaucoup, nous, au niveau IBOD. On appelle ça l'autorité de compétence. La compétence fait qu'on devient, on est reconnu par cette autorité de compétence. Et ça va faire gagner du climat de confiance qui, généralement, permet d'avoir un bloc opératoire plus apaisé pour tout le monde et de se concentrer sur les difficultés qui sont autres que celles de l'équipe. Il y a eu un travail qui a été fait par le docteur Almeras dans le sud de la France en 2019, là, qui parle justement de ce besoin de communication et qui a démontré que ce besoin de communication il va diminuer avec l'habitude de l'équipe. C'est-à-dire plus on est habitué, moins on va communiquer. Et c'est valable aussi pour l'intervention elle-même. C'est-à-dire qu'on va peut-être moins communiquer sur une prostatectomie que sur une anédoméctomie parce que le geste est peut-être quelque chose qu'on fait moins souvent et on a besoin de plus communiquer pour trouver nos repères. Et à titre d'exemple, je sais que j'ai une collègue qui est venue récemment nous voir sur une chirurgie robotisée avec le docteur Vincent Do. On était sur une prostatectomie. En fait, elle n'avait pas l'habitude de venir travailler avec nous. Elle a dit, mais en fait, à la fin de l'intervention, elle m'a dit, mais en fait, vous ne vous parlez pas. Bah, en fait, non, parce qu'en fait, on sait ce qu'on a à faire. C'est de la chirurgie qui est assez réglée pour nous. Et les moments de communication, ils se font beaucoup peut-être au démarrage.
Une fois que le robot est docké, on est parti sur l'altitude, enfin le vol en ligne. Et là, effectivement, bon, on ne se parle plus beaucoup, les gestes s'enchaînent. Alors, on se parle quand on a besoin, évidemment. Mais par contre, tout ce qui est pas nécessaire, on ne le fait pas. Donc, on ne discute pas beaucoup, effectivement. Et à la fin de l'intervention, on reprend nos petites discussions habituelles quand on arrive sur la fin. Une chose aussi qui a été montrée par l'HAS, c'est que quand il y a des dysfonctionnements d'équipe, le défaut de communication est la cause majeure des événements indésirables associés aux soins. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans l'équipe, vraiment la faute est un problème de communication. Donc communiquer correctement, c'est-à-dire communiquer juste ce qu'il faut, pas trop, mais pas trop peu, et c'est ce qui va nous permettre d'être efficace en chirurgie robotique. Donc là, c'est pareil, c'est c'est de l'étude du docteur Almeras par rapport au, au process de communication, les choses qu'il faut faire. Alors, il y a un delta entre la chirurgie robotique immergée et la chirurgie robot assistée non immergée, mais qui est très faible en fait. Mais par contre, effectivement, il y a un gros delta par rapport à la chirurgie ouverte. On a vraiment besoin de communiquer sur ce qu'on fait pour, euh, pour, euh, pour dire ce qui se passe sur le champ opératoire dont l'opérateur n'est pas conscient toujours. La perturbation de la communication, ça on va en revenir tout de suite, c'est les bruits ambiants, ça c'est quelque chose qui est très très important, qui sont majorés par le micro du robot. Alors certains opérateurs choisissent de couper le micro d'ambiance, parce que ça fait vraiment un gros buzz en fait. Et moi je recommande aussi des fois de faire venir les gens dans la console et de parler dans la salle pour qu'ils se rendent compte. Nous, c'est quelque chose qui nous arrive assez régulièrement, justement quand on est sur les journées continues. Sur l'heure du midi, il y a des relais qui se font, alors sur les équipes de chirurgie, mais plus particulièrement peut-être sur les équipes d'anesthésie, où les gens viennent, se disent, bon, bah, ok, t'as mangé, t'as pas mangé, qui est-ce qui va, on remplace qui, machin. En fait, nous, on est en pleine chirurgie et on entend ça très, très fort. Alors moi, j'entends déjà très, très fort, mais le docteur Vincent Doux, dans sa console, entend encore plus fort. C'est quelque chose qui vraiment est perturbant. Donc ça a vraiment perturbé la communication. Et enfin, le défaut de connaissance de l'intervention, c'est aussi quelque chose qui va perturber la communication parce que tout ce qu'on va avoir besoin de verbaliser quand on ne connaît pas l'intervention, parce qu'on ne sait pas quel fil amener, parce qu'on ne sait pas à quel moment de l'intervention on est, et bien tout ça, ça fait de la communication qui n'est pas nécessaire si on connaît bien l'intervention, qui va nous permettre une fois de plus de se concentrer sur le reste, qui est peut-être plus primordial. Je laisse la parole pour l'étude sur le niveau sonore. Alors, on va parler plus précisément, oui, effectivement, du bruit dans les salles d'opération. Donc, je vous ai remis l'échelle des décibels, hein, et puis que vous ayez une idée un petit peu des niveaux de décibels en fonction des activités de la vie courante qui sont présentées ici et qu'on va comparer avec la chirurgie. Alors, ce niveau sonore dans les blocs opératoires, bah, il est souvent très important. En France, on utilise des recommandations. Donc, déjà, le code du travail en termes de bruit, nous dit qu'au-delà de 85 décibels, plus de 8 heures par jour, il y a un risque de surdité irréversible. Heureusement, ce n'est pas le bloc, mais en tout cas, c'est les travaux du BTP des travaux industriels. Mais il n'y a pas en France, dans le Code du travail, de recommandation sur l'impact professionnel du bruit, sur le fait que ça soit une source d'erreur, de distraction, d'altération de la vigilance et de fatigue. Pour le bloc opératoire, il y a une recommandation qui date un peu, qui est celle de l'OMS, 1999. C'est qu'au bloc opératoire, le niveau sonore ne doit pas excéder à 35 décibels. En fait, ce n'est pas très réaliste. Et puis, en France, on a un décret d'avril 2023 qui, lui, place 48 décibels, car il tient compte du traitement de l'air et de la surpression dans la salle, qui crée un bruit de fond parfois digne d'un avion de ligne. Alors, il y a des études, je vais vous en présenter deux. Sur le niveau sonore au bloc opératoire, vous avez ici une étude au CHU de Poitiers en 2022. Donc, vous avez les couleurs minimum, moyenne, maximum. Et vous voyez que finalement, d'une spécialité à l'autre, les niveaux de bruit sont relativement comparables. Vous voyez que le niveau moyen en urologie à gauche, en orange, est à 67 décibels. Je rappelle que la recommandation, c'est 48 et que tous les 3 décibels, le niveau de bruit double. Donc le bruit est 4 à 5 fois supérieur à ce qui est recommandé. Et on a des pics à plus de 100 décibels, dignes d'un aéroport. Une autre étude, celle-ci du CHU de Toulouse en 2018, je vous ai mis en haut la liste des interventions. Il y a de la chirurgie ouverte, il y a de l'endoscopie, il y a de la laparo et il y a du robot. C'est que de l'urologie. Et vous voyez que finalement, d'un type de chirurgie à un autre, dans les grandes lignes, il n'y a pas une grosse différence. On est dans cette étude-là au CHU de Toulouse aux alentours de 60 décibels en salle. Là encore, on est très au-dessus des recommandations. Et
un fait qui est important à noter en urologie, ceux qui la pratiquent en ont l'habitude, c'est les lasers, que ce soit les lasers pour l'énucléation ou la vaporisation prostatique ou les lasers à calcul, qui augmentent significativement, hein. Vous voyez qu'on passe en urologie de 58 à 66 décibels, c'est-à-dire x4, le niveau sonore dans la salle. Et c'est vrai que il nous arrive avec Antoine parfois de faire des vacations entières d'endoscopie avec des lasers et que le soir, on est saoulé de bruit. Donc, je vous remets la comparaison. Donc, la recommandation de l'OMS sur le bruit en salle, bah, vous voyez que c'est entre chambre à coucher et bureau tranquille. Donc, c'est, disons, une bibliothèque bien tenue. Vous voyez que la loi française, c'est d'être au-dessous d'un restaurant paisible en termes de niveau de bruit. Et vous voyez, dans les études de vraie vie, bah, vous voyez qu'en moyenne au bloc opératoire, on est plutôt sur un marché animé, pas vraiment la même affaire. Et que quand on fait du laser, on est plutôt sur une salle de classe bruyante. Et donc, on partage la fatigue des enseignants. Et que les pics à 100 décibels ou à plus de 100 décibels, bah, vous voyez, c'est discothèque et concert de rock. Donc, la nuisance est majeure en salle de bloc opératoire et génère des soucis de communication et de la fatigue. Pourquoi c'est important? Ben, vous voyez que parce que dans cette étude-là, ça a un impact. Donc là, dans cette étude-là, on a cherché à réduire le bruit de moitié, c'est-à-dire de 3 décibels. Qu'est-ce que ça impacte? Il y a une étude sur les chirurgiens avec une mesure du cortisol sanguin pré- et post-opératoire, oui, et qui est un marqueur de stress. Et vous voyez qu'il y a une réduction de 20% par le simple fait de réduire le bruit en salle de 3 décibels. Et l'autre façon de mesurer le niveau de stress des chirurgiens, c'est les potentiels électrodermiques, et notamment les potentiels supérieurs à 15 microsecondes, qui sont un marqueur de stress sévère. Et vous voyez que si on réduit de 3 décibels le bruit en salle, le stress sévère réduit de 60% pour les opérateurs. Ce qui est intéressant, c'est une étude randomisée, donc a priori la donnée est fiable, c'est que l'impact de la réduction du bruit et du stress du chirurgien induit dans cette étude de chirurgie pédiatrique une réduction de 50% des complications post-opératoires. Il y a des études chirurgiens, il y a des études chez les patients. Il n'y a pas grand-chose, comme malheureusement souvent pour le personnel soignant en salle. Et donc, je n'ai trouvé que ces données-là, mais qui sont de la même veine. Donc, vous voyez que le bruit, la pollution sonore en salle d'opération, ben, en fait, elle est perçue négativement par les personnels soignants parce qu'ils perturbent 8 fois sur 10 la communication, parce qu'il porte atteinte à la concentration, là aussi quasiment 8 fois sur 10, et que la quasi-totalité des gens qui travaillent en salle opératoire sont convaincus que ce bruit participe aux erreurs lors d'une chirurgie. Donc c'est vraiment une idée fondamentale qui n'est pas toujours simple à faire passer dans la communication. Les principaux bruits, les pics à plus de 100 décibels correspondent en général à des chutes d'objets, de couvercles de boîtes, de choses diverses. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un phénomène auquel il faut faire très attention. Alors, on va vous illustrer tout ce qu'on vient de vous dire par un exemple. Et plutôt que de faire de la prostatectomie radicale, qui est finalement assez classique maintenant, on a décidé de se concentrer sur une chirurgie un peu plus particulière, qui est l'adénomectomie prostatique robot assistée, mais pour les très gros volumes de prostate. Je vais essayer de vous expliquer en quelques diapos pourquoi on se concentre là-dessus. C'est une chirurgie qui est hautement technique, donc qui illustre bien notre propos, qui est, à mon sens, plus compliquée pour les très grosses prostates qu'une prostatectomie radicale, et où l'importance du binôme et de la performance de l'aide opératoire est vraiment majeure. Alors, ces interventions, on en a fait une vingtaine maintenant dans notre centre, sur des prostates de plus de 250 CT jusqu'à quasiment 450 ou 500 CC. Et on les a toutes fait ensemble avec Antoine, sauf une, où Antoine était, je ne sais pas, soit pas disponible, soit c'est moi qui ai changé la vacation. Et j'ai travaillé avec un autre binôme qui n'était pas finalement mes habitudes, mais avec quelqu'un qui était très entraîné et très performant à la chirurgie robotique, mais dans d'autres domaines. Néphrectomie, un peu de prostate, de prostatectomie radicale, du digestif, mais d'autres choses. Et finalement, cette intervention, c'est celle qui s'est le plus mal passée. Pourquoi? Parce que l'aide était stressée et mal à l'aise, y compris sur les temps opératoires, sur les gestes, alors que c'est quelqu'un qui est entraîné à la chirurgie robotique et qui a donc l'habitude d'être pertinent et performant. Eh ben, être dans une situation où on ne sait pas quel est le bon geste, c'est stressant et ça met mal à l'aise.
L'opérateur qui était à distance et qui ne contrôlait pas était évidemment stressé lui aussi, puisqu'il voyait que ça ne se passait pas comme d'habitude. Et on a constaté tous ensemble que c'était mal vécu par tout le monde, que notre durée opératoire a été la plus longue de la série et que notre segment a été le plus long de la série. Donc là, vraiment, ça a été un exemple par défaut de la pertinence du fonctionnement en binôme et de l'expérience du travail en équipe pour vraiment bien utiliser l'outil robotique. Alors, cette adénomectomie, je vous fais un petit rappel pour vous détendre un petit peu. Donc, c'est l'adénomectomie voie haute, et bien sûr, qu'avait montré l'exemple. C'est une chirurgie ancienne, 1895, une chirurgie au doigt qui saignait énormément à une époque où il n'y a pas de bistouri électrique, où les fils de chirurgie opératoire étaient en boyau de chat, les fameux catgut. Et nous, le terme est resté pour les catgutiers, ce qui m'amuse énormément. Et à l'époque où on ne savait pas qu'on pouvait refermer la vessie. Et donc, le patient partait avec la loge prostatique pleine de mèches à prostate et avec un tuyau en verre qui reliait la vessie ouverte à la paroi. On enlevait progressivement les mèches et on laissait tout ça se refermer. Et quand le patient était vivant, on avait quand même passé une bonne opération, mais ça prenait à peu près 3 mois pour se refermer. Ceux qui pratiquent encore de l'adénomectomie voie haute entendent parler soit de Rinchak, une technique de 1927, soit de Milline, une technique de 1945. Alors, on a fait évoluer tout ça. Et chez nous, l'adénomectomie est décédée en 2013 et je crois qu'on n'en a pas fait depuis, sauf les opérateurs ne faisant pas de robotique. Pourquoi? Parce que cette chirurgie au doigt, même si la technologie a évolué, ça reste une chirurgie très efficace à faible taux de retraitement, mais c'est une chirurgie lourde, avec une mortalité significative, avec une morbidité importante de transfusion, d'incontinence urinaire, de sclérose du col, de sténose de l'urètre. Ce n'est pas une chirurgie facile quand même. On a évolué de deux façons pour essayer de se débarrasser de cette chirurgie ouverte, soit par l'adénomectomie endoscopique, qui est aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi après, le gold standard à mon sens. Donc c'est le laser holmium qui a montré l'exemple, le laser, ce qu'on appelle l'OLEP, mais qui reste difficile d'apprentissage. Nous, on pratique le GreenLEP avec un laser Greenlight parce que le, le device laser permet une courbe d'apprentissage plus courte et plus facile, donc ça permettra peut-être une plus large diffusion de la technique. Et il y a d'autres alternatives, notamment avec la bipolaire, qui sont tout aussi intéressantes. Cette technique endoscopique, elle a probablement des limites. D'abord, elle est relativement complexe à apprendre, elle est difficile. On dit 20 procédures pour comprendre, 50 pour être à l'aise, au moins 80 pour standardiser les temps opératoires. Et pour être plus précis, le pic de performance que je vous ai placé à 1000 pour la prostatectomie robotique se situe aux alentours de 270 pour ces endoscopies difficiles. On va être aussi limité par la taille de la prostate. Vous avez à gauche l'image d'une grosse morcellation de 259 grammes de copeaux. C'est long, c'est difficile, on ne voit rien. Et vous avez de l'autre côté une prostate de plus de 300 grammes qui a été énucléée au laser en monobloc, mais qu'on n'a pas pu morceler, faute de sécurité. Et on a été obligé de faire une cystostomie d'évacuation. Alors, parallèlement à l'endoscopie, s'est développée la célioscopie. Je ne détaille pas un petit peu, mais la célioscopie a une vingtaine d'années. Au même titre que toute célioscopie, quand l'espace devient compliqué, quand la gestuelle devient précise, quand les sutures deviennent délicates, la célio a ses limites. Et donc, c'est le robot, évidemment, qui a pris le pas, puisqu'il permet de compenser les inconvénients de la célioscopie dans les cas complexes. Avec une première présentation en 2007 et des premières publications, vous voyez, il y a une quinzaine d'années, initialement par voie transpéritonéale et puis, comme souvent, par voie extrapéritonéale. Cette technique, elle a évolué dans le temps. C'est maintenant beaucoup la voie transpéritonéale, comme pour la prostatectomie radicale, qui a pris le dessus, avec différentes voies d'abord, et puis avec des techniques de reconstruction. Comme en prostatectomie radicale, le robot améliore l'exérèse cancérologique, mais permet aussi des reconstructions beaucoup plus complètes et qui sont, à mon sens, très importantes à faire et à développer. Dans la prostatectomie, on fait une reconstruction complète du col en 3 temps. Là, on fait une trigonisation pour les nucléations. Parce que si on veut que le robot fasse mieux, la technologie va nous aider à faire mieux, c'est sûr. Mais reproduire les mêmes choses, finalement, que l'ouvert, c'est un peu se limiter. Et faire mieux que l'ouvert avec des techniques de reconstruction beaucoup plus évoluées permet aussi d'améliorer les résultats. Donc, si on compare, pour simplifier la discussion, cette énucléation robot à l'adénomectomie voie haute, vous avez en vert clair ce qui est à l'avantage du robot et ce qui est en vert foncé à l'avantage de l'autre technique. Donc, vous voyez que le robot fait mieux
que l'ouvert sur la durée de sondage, sur l'hospitalisation et sur les complications, fait moins bien sur la durée opératoire. Et évidemment, je ne vous parle pas de médico-économie. Si on compare le robot vis-à-vis de la Célio, là, c'est un peu plus discuté, mais les données ne sont pas tout à fait comparables. Vous voyez qu'en termes de volume traité, les patients robots étaient beaucoup plus volumineux que les patients Célio. Donc forcément, la durée opératoire est plus longue. Sur les segments, c'était identique. Et la durée d'hospite était plus courte pour le robot. Il y a un peu plus de complications côté robot, mais là encore, ce n'est pas les mêmes volumes prostatiques. C'est probablement pas vraiment comparable. Si on compare le robot à l'endoscopie, bah là, le robot, il a tout faux. L'endoscopie fait mieux, ça va plus vite, il y a moins de déglobulisation, il y a moins de sondage, il y a moins d'hospites. Mais c'est pour ça qu'à mon sens, l'endoscopie est le gold standard aujourd'hui. Mais il y a probablement des limites. Et je vous mets ici une prostate de 180 grammes avec un gros lobe médian. À l'IRM, c'était impressionnant. La pièce est impressionnante. Et ça, en endoscopie, c'est quand même vraiment un challenge. C'est vraiment très compliqué. On l'illustre par des données non publiées. On n'a pas fait l'effort de publier ces données pour l'instant. J'espère qu'on va le faire. Et qui est notre expérience à nous sur les très grosses prostates. Donc, vous avez entouré là en rouge, vous avez les énucléations GreenLab en endoscopie. Vous voyez avec un poids moyen de 271 grammes. C'est que des prostates de plus de 250 grammes. Il y en avait 16 à l'époque, des données il y a un an. Et la prostate robot, un poids moyen de 307 grammes. C'est des poids pesés, hein. Avec 10, on en a maintenant à peu près le double. Ce qui est intéressant, c'est les suites. C'est-à-dire qu'on avait des données finalement relativement comparables. L'endoscopie était devenue très longue, du coup, la morcellation est excessivement longue. Et côté endoscopie, parce que c'est long, parce que c'est difficile, parce que les manœuvres sont un peu extrêmes en termes d'angulation dans l'urètre, ben vous voyez qu'on avait 20% d'incontinence à 3 mois, ce qui est majeur, hein. On est à moins de 6% dans la série de tous les autres volumes. Et on a un patient qui est resté incontinent et qui va probablement nécessiter un sphincter urinaire artificiel. Alors c'est agaçant, et c'est d'autant plus agaçant que côté robot, on n'a pas de fuite. Et donc, à mon sens, l'endoscopie est le standard parce que économiquement, c'est le meilleur, parce que dans les complications, c'est le meilleur, et dans les temps opératoires, c'est le meilleur, sauf quand la prostate devient très grosse. Et donc, il me semble difficile, en tout cas, dans un pays comme la France, de défendre le robot pour toutes les énucléations à partir de 80 grammes. Économiquement, ce n'est pas possible. Par contre, ça a clairement sa place pour les très gros volumes prostatiques, parce que là, on retrouve des temps raisonnables, et l'absence de complications et l'absence d'incontinence justifient la dépense de robotique. Alors, on vous illustre ça et toute l'aide opératoire avec une vidéo qui devrait démarrer, que voilà, qui a été soumise il y a 2 ans, je crois, au Congrès européen d'urologie. Robotisé est pour nous Ah bah, il y a du limité son. aux très volumineux adénomes, où le bénéfice fonctionnel compense probablement le surcoût important. Nous présentons le cas d'un patient. Donc, je ne sais pas si vous avez le son de la vidéo. De 340 cc. Attendez, je vais remettre un petit peu. La chirurgie débute par une dissection de l'espace de Est-ce que radius, Clément, tu peux, puis si vous avez le son. dégraissage de la face antérieure de la prostate. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir l'aponérose pelvienne moyenne. On va réaliser une dissection du plan interprostato-vésical sans préservation du col. Comme toujours, pour faciliter cette dissection, la traction par le 4e bras est importante. Pour faire un commentaire en plus, faites attention aux instruments de l'aide. Il y a une aspi et un écarteur, ce qu'on utilise finalement assez peu nous en prostatectomie. Et vous allez voir que la coordination des 2 instruments du chirurgien et des 2 instruments de l'aide est permanente et indispensable. Pour permettre la dissection de sa face postérieure, on va changer la traction et le 4e bras saisit le lobe médian pour permettre une dissection de la face postérieure du lobe médian et la coagulation des pédicules latéraux. La même manœuvre est reproduite pour initier le plan en antérieur, puis en latéral.
La recherche du plan se fait ensuite sur l'ensemble de la base de l'adénome. Les pellicules prostatiques latéraux sont coagulés et la dissection avance progressivement de façon homogène et circulaire. On voit la pince de LED là, qui vient écarter. Et si vous n'êtes pas coordonné à deux, On va ensuite c'est impossible d'accéder au plan. réaliser une ligature veineuse du plexus dorsal. On met aussi en place une traction solide sur l'adénome pour permettre sa mobilisation facilement. On réalise ensuite un refend antérieur de la capsule prostatique, réalisant ainsi une incision en T qui va permettre d'accéder à l'apex sans traction exagérée sur ces très volumineuses prostates. Vous voyez qu'on a en permanence les 4 instruments dans le champ. La poursuite de la dissection est facilitée par la traction simultanée de l'adénome par le 4e bras et de la coque prostatique par l'aide. Toutefois, l'aide, il doit aider. Donc, quand c'est pas nécessaire, faut pas être là aussi. La première chose, c'est de pas gêner quand on est à l'opératoire. Donc, il y a des fois, vous voyez, où je fais avec mes 2 pinces, mais effectivement, il y a des moments aussi où je laisse qu'une seule pince parce qu'il n'y a pas la place et que c'est gênant. Donc, c'est là-dessus où il faut aussi essayer d'être vraiment très, très attentif à ce qui se passe et aux conflits qu'on peut avoir. Parce que le chirurgien ne se rend pas compte des conflits qu'il peut y avoir aussi à l'intérieur. Et ça, moi, c'est mon boulot de m'en rendre compte et d'essayer de surtout ne pas gêner. La première aide, c'est de ne pas gêner. Mais dans un espace aussi petit, être présent sans gêner, ça nécessite une finesse gestuelle et beaucoup d'entraînement. La dissection est poursuivie jusqu'à la découverte de l'urètre. Et la chute de la pièce en monobloc. La pièce est rapidement fragmentée à la pince et placée en attente dans un endobag. On réalise ensuite une hémostase soigneuse, soit à la pince bipolaire, soit par des ligatures résorbables de 3,0. L'hémostase est complète, il n'y a plus de segment actif.
À l'aide d'un fil cranté doublement serti, on va réaliser une suture entre la face postérieure du col vésical et celle de l'urètre. On réalise 4 à 5 passages de chaque côté en bloquant le fil dans sa propre boucle jusqu'à obtenir une gouttière postérieure permettant un sondage facile. Chaque branche de l'incision en T va être fermée par un fil à cran et ceux-ci vont être croisés en antérieur pour compléter l'étanchéité. On réalise systématiquement un test d'étanchéité pour vérifier la suture, mais aussi la coque prostatique qui peut avoir été déchirée lors de la dissection et ne pas être étanche. Un drainage est mis en place pour les premières heures. Les suites ont été simples, la sortie du patient possible à J1 et la continence a été complète à l'ablation de la sonde urinaire. Voilà un exemple un petit peu de ce qu'on peut faire en fonctionnement chez nous aujourd'hui et tout le bénéfice de ce fonctionnement en binôme, alors qui va un peu à l'encontre évidemment de la volonté finalement d'organisation des uns et des autres et d'optimisation des moyens humains et autres. Mais je pense qu'il est important de défendre ce fonctionnement-là, en particulier sur la robotique, et en particulier parce que l'opérateur n'est pas dans le champ opératoire, parce que la communication est difficile, pour vraiment optimiser cette capacité de chirurgie robotique. Et l'outil, le robot, c'est formidable, mais ça reste un outil. Et l'outil sans l'homme, bah, ça ne marche pas. Et quand on travaille à plusieurs, bah, souvent on obtient un résultat meilleur que ce qu'on peut faire tout seul. Je vais juste rajouter une petite chose par rapport à ça. Effectivement, il y a une vraie problématique aussi au niveau institutionnel, comme disait Sébastien, c'est de savoir si on peut avoir des équipes qui sont fixes. Nous, c'est réalisable parce qu'on est dans un centre privé et qu'on fonctionne comme ça. Alors, juste une petite aparté d'ailleurs, c'est un centre privé, mais pour autant, les équipes sont rémunérées par. Enfin, moi, je suis salarié de la clinique, hein, je ne suis pas salarié de l'équipe chirurgicale. Donc, c'est une organisation vraiment qui est mise en place sur l'établissement. On sait que c'est pas facile toujours sur les hôpitaux parce qu'il y a beaucoup plus de turnover et les équipes sont mouvantes et tout ça. Mais c'est vrai que ça peut avoir son intérêt des fois. On travaillait ensemble au CHU avant et on arrivait toutefois des fois à faire effectivement des petites équipes qui étaient optimisées sur des chirurgies compliquées parfois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à penser. Toutefois, il y a aussi le problème pour les infirmiers de bloc opératoire en France sur les capacités à aider ou pas. Je rappelle qu'il y a quand même une législation qui est en cours qui est un peu difficile, mais qui est en cours sur la reconnaissance des IBOD. Alors après, quid des infirmiers qui ne sont pas IBOD et qui n'ont pas les mesures transitoires, ça c'est encore un autre débat. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans aujourd'hui. La question ne se pose pas pour moi parce que moi je suis IBOD. On sait qu'il y a des centres, et le nôtre en l'occurrence, où il y a aussi des infirmiers qui s'habillent sur le champ opératoire et qui font certains dépassements de compétences. Mais bon, voilà, la législation est en train d'avancer là-dessus. Ça, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on est obligé pour l'instant de faire ça. D'où l'intérêt de bien former les gens, d'avoir vraiment une formation qui est accrue. Et c'est ce qu'on dit un petit peu sur cette conclusion, c'est que ça passe vraiment par l'expertise de chacun des membres. La performance de l'équipe, elle passe par là. Donc, il faut vraiment que tout le monde se forme vraiment. On ne fait pas ça tout seul dans notre coin. Ça veut dire qu'il faut que ce soit vraiment un programme global et que ce soit soutenu par l'établissement de soins. On ne fait pas tout seul à l'encontre de l'établissement non plus. Donc, il faut que l'établissement nous soutienne. Et ça, on le demande tous les jours. On demande à être soutenu là-dedans. Donc, comme on disait, l'infirmier, il est au bloc, il est du bloc opératoire, il est au centre de ce programme robotique.
Donc, on peut avoir une activité juste de bloc opératoire, d'aide opératoire ou de circulant. On peut aussi être coordonner des activités. Moi, j'invite les gens à rentrer dans vraiment le problème de référence de spécialité. On peut être référent robotique, on peut être coordinateur robotique. Il y a une formation qui existe pour ça. Et ça, je vais vous en parler juste après. Et comme on disait, le binôme chirurgien-bot, quand il est en phase, il est par essence le moteur vraiment de l'équipe efficiente et c'est ce qui va dynamiser le programme robotique. Donc vraiment, c'est des choses à mettre en place et qui sont hyper intéressantes. Et ces binômes, en fait, ils vont permettre une meilleure gestion des risques parce que la communication elle va être facilitée par l'expérience commune. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'habitude de travailler ensemble va permettre d'avoir une communication qui est efficace et qui est juste simple sur les moments importants. Et par contre, tout ce qui n'est pas nécessaire, on ne l'utilise pas. Je fais juste une petite aparté aussi, parce que j'ai retrouvé le nom du professeur Jacques Hubert à Nancy qui m'avait enseigné ça. Et je tenais quand même à le souligner, parce que c'est quelqu'un qui m'était d'une grande aide sur les chirurgie robotique. Et donc voilà pour ça. Et enfin, je vais finir aussi juste par une petite chose. Pardon. C'est qu'on on parlait justement. Alors, ça, c'est aussi. Ah, tiens, on va juste revenir sur celle d'avant. Ce qu'on disait, on parle de binôme, mais vous voyez, ça, c'est le premier jour, on a eu notre nouveau X. Eh ben, ce n'était pas du tout un binôme, vous voyez, c'était une chirurgie multispécialité. On avait un gynécologue, un chirurgien digestif. On était plusieurs, effectivement, parce qu'on était à former les gens. Donc, moi, j'étais là en tant que coordinateur robotique pour épauler l'équipe. Et voilà, on ne sait pas qu'un binôme, hein, une équipe chirurgicale. Bien sûr qu'on est beaucoup plus que ça. Il ne faut pas oublier non plus les biomédicaux, les anesthésistes qui, effectivement, nous rendent les choses possibles, l'encadrement du bloc opératoire et les cellules de programmation qui font tout en sorte pour qu'on arrive à travailler tous ensemble. Et donc, un petit mot sur le premier congrès robotique paramédical qu'on est en train d'organiser avec des collègues parisiennes, qui va avoir lieu le 16 novembre prochain. Donc, je vous invite à scanner ce QR code ou à vous rapprocher de nous. Vous pouvez passer par Clément Barbe aussi, qui est impliqué dans cette activité. Et donc, n'hésitez pas à vous inscrire. On va parler effectivement robotique. On va avoir des ateliers, on va travailler là-dessus, des conférences avec des choses sur les DI de chirurgie robotique. Sur aussi, il va y avoir un topo spécial sur la communication au bloc opératoire, justement fait par quelqu'un qui vient du DU de chirurgie robotique de Nancy, qui est un expert en communication. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire là-dessus. Et enfin, comme je vous le disais, si vous voulez vous impliquer dans le programme robotique, n'hésitez pas à vous inscrire au cours de coordination robotique intuitive, fait ces cours-là. C'est une formation en distanciel qui se fait sur 2 jours. Donc là, j'ai mis les dates du mois de juillet, mais en l'occurrence, il y a une date au mois de juin. Si je ne me trompe pas, c'est la semaine prochaine, c'est mardi et mercredi prochain. Et il reste des places. Donc, si vous avez envie de vous inscrire là-dessus, n'hésitez pas. Passez par votre représentant intuitif, votre CSR, qui va pouvoir vous inscrire là-dessus. Il nous reste des places pour la semaine prochaine. Je participe à j'ai un petit topo là-dessus sur 1 heure et demie. Et vous avez aussi des intervenants qui vont parler de la gestion des pannes, du programme Genesis pour améliorer le programme opératoire, tout ce qui est dysfonctionnement et tout ça. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment très très riche. Ça dure 2 journées, mais c'est vraiment hyper enrichissant et ça vous permet d'optimiser votre programme robotique. Voilà, on en a terminé. Tu as quelque chose à rajouter, Sébastien? Non. On est disponible pour vos questions et réponses qu'on va essayer de vous donner. Merci beaucoup pour votre magnifique présentation et on voit que le binôme persiste même hors de la salle d'op, donc ça c'est magnifique. Merci beaucoup. Il y avait une question pratico-pratique sur les chirurgies que vous nous avez montrées. Avec quelle est la perte sanguine moyenne pour ce type de chirurgie? 200-300 cc. Ok, et c'est la même chose robotique versus endoscopie? Euh, Cellio? Chez Lio, je ne sais pas, j'en ai pas l'expérience. Endoscopie, il y a un saignement aussi significatif. Oui, il n'y a pas de. Ok, L'idée, c'est surtout qu'il n'y a pas les saignements majeurs de la chirurgie ouverte. d'accord. Le Merci delta, beaucoup. le delta, il va vraiment se faire entre la chirurgie ouverte et la chirurgie robotique, quoi. Surtout ça, quoi. Merci pour cette réponse. Il y avait une question par rapport à la courbe de l'apprentissage, mais de l'IBOD. Combien de temps faut-il? Est-ce que c'est aussi une courbe qui est diminuée comme celle du chirurgien, ou bien est-ce que justement, inversement, pour l'IBOD, pour l'aide opératoire, est-ce que cette courbe d'apprentissage est plus longue ou combien de temps cela prend-il? Alors, c'est toujours un petit peu difficile de répondre à ça. Je pense que d'une part, il faut, pour être efficace en robotique, déjà, si on a des bases en célioscopie, c'est quand même une grande aide. Évidemment, si on est coutumier de l'aide opératoire en chirurgie
laparoscopique, ça va aider beaucoup. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui va faire la différence, en fait, c'est de se libérer de la contrainte de la machine. À partir du moment où on est bien formé sur la machine, bah, ça reste un outil comme un autre. Donc, effectivement, il va y avoir une courbe d'apprentissage. C'est quelque chose ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais on a aussi beaucoup de chance de pouvoir faire ça hors patient. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le processus de formation. En dehors de ce qu'on fait nous ici, on peut aussi faire des sessions de formation à l'IRCAD ou à Orsi qui sont et intuitives et vraiment très acteurs là-dessus et essayer d'emmener beaucoup d'équipes pour se former là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur ces choses-là. Une fois de plus, voyez ça avec vos représentants locaux. Mais vraiment, ça passe par là. À partir du moment où on maîtrise la machine et qu'on a un petit peu d'expérience en laparoscopie, en aide de laparoscopie, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. Après, il faut avoir une appétence pour ça aussi. Pour l'histoire, en fait, moi, avant d'arriver au CHP de Saint-Grégoire, j'étais à l'hôpital, effectivement. Et donc, qui dit hôpital, dit interne, dit instrumentiste et compagnie. On était sur des grosses équipes. Et moi, avant d'arriver ici, je ne faisais pas beaucoup d'aide opératoire. On faisait pour laisser les internes se former un petit peu, parce que j'avais un peu d'expérience déjà. Mais en arrivant ici, j'ai tout passé en aide opératoire, ce que je ne faisais pas avant. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend. Je pense que j'ai une courbe d'apprentissage comme tout le monde, même si j'avais déjà une bonne expérience. Mais passer à ce rôle d'aide opératoire, c'est quand même quelque chose qui change un petit peu. Alors, je ne sais pas ton ressenti, toi, par rapport à ça. Ah bah, c'est sûr que pour moi, passer d'une activité de CHU avec des internes mobiles et souvent peu expérimentés dans le cadre de mon activité pour des raisons d'organisation de service à l'époque, j'avais souvent des internes de premier semestre pour faire de la prostatectomie robotique et c'était pas simple, c'était des intervenants changeants. Fonctionner en binôme comme on le fait aujourd'hui, c'est passer de la 2 chevaux à la Ferrari. Pour l'opérateur, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est comme le disait Antoine tout à l'heure, finalement, pendant l'intervention, si on communique, c'est souvent pour parler d'autre chose, parce que finalement, on n'a pas besoin de se parler pour savoir ce qu'il y a à faire. Donc le confort opératoire est majeur, les résultats sont probablement améliorés même si on ne l'a pas pour l'instant mis en évidence de façon scientifique. Mais en tout cas, on va plus vite, on est plus confortable, on est moins fatigué, c'est l'évidence. Après, je pense que l'apprentissage pour l'IBOD n'est pas simple, surtout quand il n'a pas d'expérience de Célio, effectivement. D'autant que dans la quasi-totalité des cas, les blocs opératoires ne sont pas équipés pour que l'aide soit en 3D. Et ça, je trouve que c'est une limitation actuellement vraiment un peu dommage de la robotique, parce que l'aide serait en 3D, il serait quand même franchement plus à l'aise. Et c'est souvent d'un coût assez limité. Et je pense qu'on va essayer dans les mois qui viennent d'évoluer chez nous pour que l'aide soit en 3D. Merci beaucoup pour cette réponse. Et c'est vrai que je pense que le fait de travailler en binôme, c'est non seulement, comme vous le soulignez, un confort et une sécurité aussi pour le patient et le geste, mais c'est très valorisant aussi pour l'infirmier ou l'infirmière. On se sent vraiment investi dans, dans ce qu'on fait et ça permet peut-être, je ne sais pas si vous voyez aussi un turnover moins élevé dans votre système de fonctionnement en binôme. Est-ce que vous avez l'impression que les équipes sont plus stables que dans d'autres formes d'organisation? Je ne sais pas si c'est vraiment le cas. En tout cas, ce qu'on remarque chez nous, c'est que les gens, effectivement, qui sont investis dans des vacations et qui essayent de faire avancer les choses, souvent, ils y restent. Souvent, quand il y a du turnover, c'est des gens qui sont peut-être un petit peu moins investis, ou alors il y a un petit peu de jeunesse aussi dans le métier qui fait qu'ils ont envie de voir autre chose, et des choses comme ça. Mais oui, à partir du moment où on s'investit sur de la chirurgie et on a une reconnaissance, effectivement, de ce travail accompli et de cette collaboration, je pense que oui, peut-être qu'on change un petit peu moins. Je vais rebondir aussi là-dessus, parce qu'effectivement, c'était dans notre titre, on parlait de collaboration, et en l'occurrence, j'ai été amené à lire un mémoire de fin d'études d'une Ella Libod, là, qui parle de ça, et elle a fait un bon choix en parlant de coopération, en fait. C'est pas de la collaboration, c'est de la coopération, et non bien là-dedans, en fait, c'est que on parle d'opération chirurgicale, et en fait, est-ce que l'IBOD, il ne coopère pas puisqu'il ne collabore au geste opératoire quand on est aide opératoire? C'est vraiment une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et là, on parle de chirurgiens expérimentés. On a de l'ancienneté sur la robotique, mais pour des opérateurs jeunes en début d'expérience, soit chirurgicale, sortant des études, ou en début d'expérience robotique, si le jour où vous faites votre première prostatectomie radicale seul, non aidé par un senior, si vous avez un aide comme Antoine qui vous dit là on écarte comme ça, là mets-toi à l'aise comme ça, je serais toi, j'inciserais pas ça, ou dans le genre, des messages dans le genre, tu sais, les autres ils coupent pas ça, ça procure quand même
une performance qui est majeure pour des chirurgies compliquées comme celle-là. Donc, le rôle de l'aide est vraiment fondamental. En plus, il est le seul dans le champ, hein. Je pense que vraiment pour la robotique, c'est extrêmement important, hein. Il n'y a pas il y a un niveau d'autonomie qui est extrêmement élevé. Je vais rebondir là-dessus peut-être un petit peu sur effectivement, il m'est rarement arrivé de dire à un chirurgien de ne pas inciser là, parce que c'est quand même eux qui savent plutôt que nous. Mais par contre, sur la gestion des conflits à l'intérieur du patient, généralement, ça c'est très, 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 très vrai sur les débuts d'activité. On est souvent là à dire, bah, attention, il faut casser le poignet de ton instrument pour ne pas être en conflit à l'intérieur. Et ça, moi, je l'ai vécu là, récemment sur un début d'activité. On a pris une activité qu'un chirurgien. Et effectivement, il s'est remis à la robotique. Il y avait des gestes qu'il n'avait plus l'habitude de faire, peut-être. Et moi, j'étais là pour lui rappeler, effectivement, qu'il y avait des positions, ou même sur le placement et le docking au démarrage, de savoir comment être pour être à l'aise et pas avoir de conflit. Notamment sur le quatrième bras. 9 fois sur 10, quand moi on me demande d'aller filer un coup de main dans une salle de robot parce que c'est difficile, 9 fois sur 10, c'est juste une histoire d'utilisation du quatrième bras et d'exposition. Ok. Merci beaucoup. Alors, dans les questions, il y a pas mal de questions concernant les dates de formation dont vous avez parlé. Donc, je ne sais pas comment, parce que certains disent que les dates sont obsolètes pour les formations Da Vinci. Donc, est-ce que Bah, vous écoutez, moi, j'ai pourriez, regardé ou cet peut-être... après-midi. Sur le site, il y avait des dates qui étaient en cours et qui étaient Ok, encore vraies. Alors, je ne sais pas si on avait qui étaient obsolètes. En tout cas, j'ai vu que moi, celle de juillet était active et celle de ok. jusqu'à Noël, en fait, toutes les dates sont actives. Effectivement, il y a la formation de la semaine prochaine qui est peut-être plus en ligne, mais ça, je vais peut-être laisser Clément répondre là-dessus Oui, plutôt. Ouais, alors en fait, Clémence. il y a deux sujets. Donc, il y a la forme. Déjà, si tu peux revenir sur la slide précédente, Antoine, parce il y a beaucoup de demandes pour le Oui, congrès robotique. j'ai vu ça. Allez sur le Congrès site de la robotique. FIPRA. Voilà. Donc, j'ai aussi mis la brochure dans le chat. Ça, Super. c'est le 16 novembre. C'est un événement qui est organisé par Antoine et deux autres e-bods. Euh, et nous, chez Intuitive, les formations qu'on propose, la prochaine, c'est le 11 et le 12 juin, donc la semaine prochaine. Et après, effectivement, les autres dates sont bonnes. Je pense que aussi, là où il y a eu mauvaise compréhension, c'est que les dates sont en anglais, donc le mois et le jour sont inversés. Voilà. Voilà. Merci pour cette précision. Donc, allez bien voir le chat où tout est remis si vous désirez suivre ces formations. Alors, il y avait une question aussi sur qui pose les clips sur les gros vaisseaux, que dans le centre de cette personne-là, ils se sont posé la question en termes de responsabilité de l'e-bod. Qu'en est-il chez vous? Et ben, la question ne se pose pas quand ce sont des e-bods, justement. La question ne se pose pas, on est habilité à le faire. Ça, c'est pas un souci à partir du moment où on est e-bod et qu'on a et on est diplômé et fait pour ça. La question se pose pour effectivement les personnes non e-bod, donc les aides opératoires qui sont infirmiers, qui n'ont pas fait la spécialisation e-bod. Alors, je ne sais pas comment c'est chez vous en Belgique, mais effectivement, logiquement, on ne peut pas poser de clip si on n'est pas e-bod. Après, il y a toujours cette espèce enfin, pas de vide juridique, mais où on dit que de toute façon, l'infirmier dans la mesure transitoire, il peut aussi faire des choses sous la directive du chirurgien, sur la demande expresse du chirurgien. Donc, il y a ces choses-là, mais bon, ça, c'est des actes exclusifs logiquement e-bod. Donc, c'est très compliqué. Je sais qu'il y a de ces débats-là un petit peu dans tous les établissements. Malheureusement, de notre côté, nous, pour notre établissement, on n'a pas vraiment le choix parce que on n'a pas suffisamment d'e-bod pour assurer toutes les vacations de chirurgie robotique. Et alors effectivement, c'est un détail qui est vraiment important en chirurgie robotique parce qu'il n'y a pas d'opérateur présent sur le champ opératoire. Autant sur une chirurgie celloscopique, bah, l'opérateur il va pouvoir se libérer une main peut-être pour aller poser le clip. Autant quand on est tout seul sur le champ opératoire, je vois mal les chirurgiens venir mettre une casaque et des gants juste pour mettre un clip et repartir après. Donc c'est voilà, la question se pose comme ça. Libre à chacun dans son établissement d'assurer les soins des patients dans la sécurité. Je ne peux pas répondre à ça de manière intégrale. En tout cas, de notre côté, bah, le plus possible, ce sont les e-bots qui le font. En l'occurrence, quand on a commencé, nous, la chirurgie bariatrique, c'est pareil, il y avait la question de l'agrafage. À l'époque, on n'avait pas d'agrafeuse robotisée. Et le chirurgien bariatrique, en l'occurrence, avait exigé que je sois toujours là pour la chirurgie bariatrique pour pouvoir faire l'agrafage, parce qu'il ne voulait pas effectivement sortir du contexte légal. Après, nous, de notre côté, l'institution nous dit que, de toute façon, ils couvrent les infirmiers parce que, enfin, ils couvrent les infirmiers, c'est comme ça qu'ils le disent, parce qu'on n'a pas le choix pour pouvoir exercer et opérer les patients qu'on a opérés.
Voilà, c'est toujours un problème juridique. J'ai pas la solution. Je sais que les syndicats sont sur le coup. Il y a beaucoup de discussions là-dessus, du pour et du contre. Ce qui est important, en tout cas, c'est de garantir la sécurité du patient, donc le faire en bonne connaissance de cause, quoi. Quelqu'un de formé le fera toujours mieux qu'un e-bot pas formé. D'accord. Alors, nous avons des questions par rapport à des situations d'urgence. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience d'une situation d'urgence en binôme? Euh, comment ça se passe la conversion? Est-ce que vous faites des exercices lors de votre apprentissage concernant ces situations d'urgence? Alors oui, on fait des exercices, alors pas autant qu'on voudrait, on essaie de remettre ça au bout du jour dès qu'on le peut. En fait, ce qui se passe, dès qu'on a des moments où les vacations ne sont pas utilisées et on a du personnel disponible, des fois pendant les vacances, moi j'essaie d'organiser des sessions de formation justement. On se met dans la salle du robot, on travaille ensemble avec tous ceux qui veulent. On fait ça par petits comités. Et là, on travaille sur les procédures d'urgence. On a eu un cas sur de la chirurgie thoracique il y a quelques temps, où on a eu un arrêt cardiaque en chirurgie robotisée. Moi, j'étais là en tant que qu'aide, justement, être observateur, parce que c'était un début d'exercice pour mes collègues. Et en fait, ben, on a géré le truc très très bien, tout s'est bien passé à la fin. Après, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, donc on a fait un gros débriefing dessus. Moi en fait, j'ai mis sur papier vraiment tout ce qui s'était passé, comment ça s'était passé, ce qu'on pouvait améliorer. Et on a mis en place aussi des choses pour maintenant prévenir ce genre d'accident. Et comment prévenir, comment appeler à l'aide, enfin, qui on va solliciter pour avoir un peu plus de monde, parce qu'effectivement, dans le privé, on est souvent en équipe restreinte. Donc dans ces cas-là, on a toujours des gens qu'on peut solliciter, effectivement, pour les ramener et gérer une urgence vitale. C'est des choses qui se font. Et de ces expériences, en fait, naissent justement les cellules de simulation qu'on peut mettre en place pour travailler là-dessus. On a un projet là sur l'établissement pour faire de la simulation là-dessus, et particulièrement sur la chirurgie hémorragique et arrêt cardiaque ou arrêt accident vasculaire, en tout cas sur la chirurgie robotique. Donc on va essayer de mettre ça en place. Et ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut faire travailler beaucoup de gens en même temps. Et je pense qu'il faut vraiment s'inspirer du modèle des protocoles définis par les anesthésistes ou en maternité, qui sont souvent extrêmement bien faits, où chacun a un rôle défini, chacun a une tâche. Euh, Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Tout est défini à l'avance pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. Tout à fait. Merci beaucoup. Nous avons encore le temps de prendre peut-être encore une ou deux questions. Je vais Alors, me il y permettre avait... de répondre à une question, si vous voulez bien, que je vois Oui, passer bien sûr. sur effectivement une personne qui dit qu'ils ont des expérimentés en laparotomie pour le robot afin d'éviter ce genre de problème. Évidemment, faire de la chirurgie robotique, ça passe par la connaissance de la chirurgie de base. Il faut toujours se dire qu'une chirurgie robotique, elle peut finir en chirurgie ouverte. Euh, alors, souvent, effectivement, les jeunes disent: ah, ça a l'air bien, le robot, là, c'est sympa, tu es assis sur ton tabouret, tu changes des pinces, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool quand on sait le faire. Une fois de plus, c'est comme on va reprendre l'exemple de Djokovic. Djokovic, quand il joue, on trouve que c'est facile, hein, mais en fait, ça s'apprend tout ça. Et il faut aussi savoir effectivement gérer les dysfonctionnements et aussi les accidents. Donc, il ne faut pas oublier ça, il faut toujours garder ça en tête, c'est que ce qu'on fait simplement quand tout se passe bien, il faut aussi savoir gérer l'affaire quand ça se passe moins bien que prévu. Donc, évidemment que moi, la chirurgie et la parotomie, j'adore ça. C'est les bases de la chirurgie. Effectivement, pour le patient, c'est des fois moins bien, mais il y a certaines chirurgies qu'on fait en laparotomie, et je vous avoue que quand il y en a, je suis plutôt volontaire pour y aller parce que c'est de la chirurgie que j'aime bien. Ça reste quand même la base de ce qu'on a appris en tant qu'infirmier de bloc opératoire. Et dans tous les cas, c'est nécessaire, effectivement, si on fait que de la chirurgie robotique et qu'on convertit jamais, ben, on est des fois un petit peu, on perd aussi en expérience justement là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à aller se positionner sur de la laparotomie pour garder les bonnes habitudes. Merci beaucoup. Malgré tout, plus on est expérimenté en robot, moins on convertit. C'est-à-dire que vous serez confronté à plusieurs années d'expérience, que ce soit les iBots ou les chirurgiens, sans conversion. Nous, on a des jeunes chirurgiens qui n'ont jamais fait de prostatectomie ouverte ou qui n'ont pas d'idée de comment récupérer une situation robotique difficile en ouvrant. C'est-à-dire que assez rapidement, avec l'expérience de la robotique, on devient beaucoup plus à l'aise au robot qu'en ouvert. Et donc, l'idée de convertir ne vient pas. L'idée de convertir, elle reste présente sur des accidents essentiellement vasculaires ou thoraciques, sur des chirurgies où la laparotomie est encore très présente. Mais sur du pelvis robotique, par exemple, qui est ma pratique, l'idée même de convertir, elle disparaît en fait. On est plus à l'aise au robot, quoi qu'il arrive.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Euh, je vois que l'heure est malheureusement déjà là. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre magnifique présentation et aussi remercier Clément Barbe de chez Intuitive qui a aussi répondu par écrit à des questions plus pointues sur le matériel. Donc, merci beaucoup Clément aussi d'avoir été là. Et donc, je vous rappelle que vous allez recevoir un mail avec un lien pour pouvoir revoir l'enregistrement et donc vous aurez de nouveau le PowerPoint avec les dates et le QR code pour cette autre formation. Et donc, ce sera disponible aussi sur le site de l'EORNA. Et donc, n'hésitez pas, si vous avez des collègues qui sont frustrés parce qu'ils travaillaient le soir et qui ne sont pas su venir écouter ce webinaire, eh bien, il sera disponible également sur le site de l'EORNA. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir été présents et encore merci à nos deux orateurs. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci, au revoir. Merci.